Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 97. Les Giants ont perdu contre les Jets dans un match cataclysmique. Nous allons en parler avec Niti qui aujourd'hui remplace au pied levé Thiergo qui est en vadrouille. Comment vas-tu mon cher Niti ? Salut Plax, salut tout le monde. Bah écoute, ça va comme on peut. Voilà, je viens de rentrer de travail, donc là, je suis très heureux de faire ce podcast avec toi malgré les circonstances. Bon, j'aurais aimé une victoire, effectivement, pour ma première en tant que débrief, parce que je suis intervenu plusieurs fois pour faire la draft avec vous, mais bon, on va pas parler de draft aujourd'hui, je pense. Quoique, on pourrait presque en parler, puisqu'on vient d'apprendre que Leo Williams a été trade à l'instant, juste avant de lancer le podcast, et donc on est en train de regarder les compensations. Effectivement, on avait plutôt parlé de draft avec toi, donc on va parler de cette saison et de ce match contre les Jets. Avant de rentrer dans les détails, rappelons que vous pouvez nous soutenir sur Patreon, patreon.com/onlyagiantpodcast, et eh bien on remercie notre dernier donateur, Illy qui a été donateur depuis la semaine dernière. On le remercie grandement, donc n'hésitez pas à soutenir on vous le rappelle, ça nous permet de financer l'hébergement du podcast, du blog, et de nous soutenir de manière générale et de lancer des initiatives comme on a pu le faire avec les t-shirts, les stickers ou les sous-bocs. Donc c'est des trucs qui sont très cool, et on vous remercie une nouvelle fois tous de participer. Venons-en à ce match, mon cher Niti. C'était... Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu toi. Moi, c'est la pire purge, je pense, que j'ai jamais vu des Giants. J'ai souvenir d'un match dans les années 2000 avec Kerry Collins à l'époque, où ça avait fini à genre 2 field goals à 1, où ça avait fini à 9-6 ou 9-3, un truc dans ce genre-là. Est-ce que t'as déjà vu un match aussi bizarre Enfin, je sais pas, il était vraiment étrange ce match quand même. Alors, ça fait quand même 10 ans que je supporte cette équipe, moi. Et je t'avoue que... Alors, on en a vu des purges, mais des grosses défaites, on va dire, de la part de notre équipe. Donc, ça nous étonne pas. Mais là, dans l'ensemble du match, oulala, que c'était compliqué. C'était très, très, très dur à regarder. Alors, moi, je travaille sur Touchdown Actu, et j'avais le match... Rams Cowboys normalement à résumer, et après tellement que la victoire des Cowboys était facile, donc en fait j'ai demandé à voir aussi le match entre les Jets et les Giants, et oh là là, que c'était dur à résumer, en plus du début jusqu'à la fin, hein, parce que tu te tapes 5 minutes en plus. Bon, on va en parler tout à l'heure, mais c'était très 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 compliqué à regarder. Bah si, il y a une stat qui résume bien, je trouve, c'est qu'à la passe, Tyrod Taylor a fait 4 passes complétées sur 7 lancées pour 8 yards. Il a été remplacé par Tommy DeVito, donc notre QB3, puisqu'il Tyrod Taylor se blesse aux côtes. D'ailleurs, il est encore à l'hôpital à l'heure où on parle. Tommy DeVito qui lance 7 passes, 2 complétées, moins 1 yard. Et donc avec les sacs, au total, on est en négatif sur les yards à la passe sur ce match-là. C'est une performance historique, hein, clairement. Par contre, notre jeu de course a bien fonctionné, et en fait, c'est un match où on avait l'impression de voir de la régionale française, où le QB ne peut pas lancer à plus de 4 yards, et où on fait que de la course. Le plan de jeu, c'était ça. Alors, il y a des gens qui ont dit oui, comment on peut faire un plan de jeu comme ça ? Très honnêtement, moi je pense que ce plan de jeu aurait dû fonctionner, puisque... En fait, si on va pas résumer le match, parce qu'en gros c'était punt. Voilà, donc il y a rien d'intéressant à peu de choses près, mais on aurait dû gagner, puisque si on va un petit peu un fast forward jusqu'à la fin du match, on est à combien ? On est à 17 à 1 minute 30 de la fin. On récupère la balle grâce à un nouveau sac de Thibodeau, en 4ème tentative des Jets, et donc il nous reste plus qu'à 1 minute 30 de la fin, il ne reste plus qu'à convertir ce field goal, et on les oblige à marquer un touchdown avec quelques secondes restantes. Enfin, c'est impossible. En gros, j'avais vu les stats, c'est 98% de chances de victoire des Giants à ce moment-là du match. Si on convertit ce field goal, je pense que c'est encore plus élevé. Sauf que Graham Gano loot son deuxième field goal du match, puisque on rappelle, ça fait 2 field goals. Donc s'il met les deux, on est à 16 points. Donc on aurait aussi gagné ce match. Bref, c'est typiquement le genre de match que l'an dernier on gagnait, et que cette année on perd, et quoi qu'on en dise, moi je trouve que même si effectivement c'était très moche à voir, le plan de jeu était là et on aurait dû gagner ce match. Pour moi, il fallait qu'on le gagne, et on avait tout pour le gagner. On l'a perdu encore de manière improbable, comme on sait si bien le faire. Bah oui, mais de toute façon, même avant le match, hein, on se dit ouais, mais de toute façon, il y a Zach Wilson en face qui est titulaire, donc la défense, elle va... moi je disais,
je compte sur un gros match de notre défense. Et c'est ce qui s'est passé. En attaque, après que Taratella est blessé, comme tu le dis très bien, et c'est vrai, et je suis d'accord avec toi, c'était limite la seule option. Qu'est-ce que pouvaient faire Brian Dabble et Mike Kafka? Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? On peut toujours en dire, ouais, mais il n'a pas fait confiance à Tommy Ce qui est DeVito. aussi un peu vrai. Ce qui est aussi un peu vrai. Je pense que en interview, en conférence de presse juste après, il dit oui, c'était notre Mm. plan de jeu. Oui, c'était le plan de jeu, je suis d'accord. De là à lancer aussi peu de passes et à faire moins yards à la passe, il y a quand même des extrêmes. Là, c'est quand même très spécial, Ouais, quoi. On a ouais, rarement vu un match où on est persuadé que ça va être. Enfin, que les receveurs, ils servent à rien, en fait. Ils sont là pour faire decoy un peu sur l'extérieur, mais bref, c'est ça. et Thiergo m'en parlait un petit peu en off, et tu vas me dire ce que t'en pensais. Donc, est-ce que toi, tu penses que c'est une faute ou une erreur du coaching staff d'arriver avec un QB numéro 2 sur ce match, mais en réalité numéro 3, aussi peu préparé, dans lequel ils ont quand même pas confiance, puisqu'ils lui font pas faire de passe, même si, encore une fois, le plan de jeu était de courir un maximum. Bah, tu l'as dit, tu viens de dire un peu la réponse. C'est qu'il était peu préparé. Et peu préparé, surtout en NFL, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Je pense qu'ils ont fait les jeux offensifs que avec Tyrod Taylor, avec l'équipe première. Et puis, il s'est juste contenté de passes courtes. Il y a une passe où ça a été dévié, ça a pu être intercepté. Ouais, ouais, Et une autre, enfin deux autres qui ont été complétées, mais c'était vraiment que pour Saquon Barkley, qui a fait 3 réceptions, mais 0 yard, ouais, ouais, tu vois, ouais. sur la fiche. Euh, mais, euh, mais de là à l'extrême, oui, peut-être qu'il y a une petite faute, effectivement, du coaching staff offensif. Mais j'ai envie de te dire que ouais, c'est compliqué de dire que ouais, il aurait pu lancer, mais imagine qu'il se serait fait intercepter puisque la défense des Jets, c'est quand même une des meilleures défenses Ouais, de la ligue. ouais. Voilà, et là, on aurait dit, mais tu as l'impression qu'il n'avait pas préparé, etc., etc. Donc, comme tu le disais auparavant, c'était peut-être le seul moyen de gagner le match. Ouais, c'était. Non, je suis d'accord. L'un dans l'autre, c'était effectivement peut-être le seul moyen. Je pense quand même qu'il y a, il y a un manque de préparation, mais après, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir que le QB3 soit pas prêt? Bon, ça fait combien de semaines que Tyrod Taylor joue? C'est la troisième semaine qu'il jouait d'affilée? C'est Ouais, ça, oui, bon, oui. donc il a quand même dû avoir quelques répétitions de Vito quand même, c'est obligé. Maintenant, Mhm, parce que rappelons qu'il pleuvait à torrent, c'était quand même c'est vrai. assez Ouais. catastrophique. Ça n'a pas empêché Zach Wilson de compléter des passes, hein. Il fait quasiment 250 yards à la passe, 240 yards à la passe, Zach Wilson. Donc il y avait quand même moyen de faire mieux. Mais bon, au final, à la course, on se retrouve avec 36 courses et 128 yards de Saquon Barkley. Bon, clairement, il était un peu cramé à la fin du match, mais tout s'est joué autour de lui. Et ça suffisait en fait. Parce que c'était un low scoring game. On savait qu'il allait pas avoir beaucoup de points. Moi, ce qui me frustre, et on peut en parler, je sais pas si on peut en parler maintenant ou pas, mais on a dit plein de trucs, l'arbitrage, machin. Mais tout ça, on n'en discute pas si Graham Gano, il met. Déjà, s'il met Bah, son premier field goal, ok. S'il met son field goal à 1 minute de la fin, c'est fini. Il y a plus rien, il n'y a pas de match. Ils vont pas remonter tout le terrain en 2 minutes, c'est impossible. en plus, c'est impossible et en plus, ils arrivaient même pas à avancer. Donc oui, on peut toujours discuter sur l'arbitrage. Oui, le ballon qui n'est pas bien placé, etc. Ouais, Il ouais, restait ouais. une seconde que normalement, ça aurait dû être à 0 seconde. Bon, bref, ça, on peut toujours discuter. Mais depuis le début de la saison, Graham Gano, on va pas se mentir, il est pas bon. Ah oui, Il n'est pas bon. il est nul à Et chier. voilà, donc si, voilà. Mais les équipes spéciales en général, c'est-à-dire même les punts, le punt en prolongation, c'est Oh inadmissible. putain! C'est horrible, c'était horrible à voir. J'ai fait, mais comment est-ce possible de faire un punt aussi ridicule? On dirait un punt de football universitaire. Ah, c'était ridicule, C'est ouais. impossible de faire ce genre de punt, surtout C'est- en haut niveau. Donc, les équipes spéciales, depuis le début de la saison, et j'ai bien dit depuis le début de la saison, c'est pas uniquement sur ce match, depuis le début de la saison, on est à la rue et ouais. on a du mal à faire les plaquages en équipe spéciale. On a du mal à relancer les coups de pied. On a même encore fait un fumble par Gunnar Olszewski qui a signé chez nous il y a à peine une semaine. Enfin, franchement, les équipes spéciales ont fait la différence sur ce match, malheureusement. Ouais, alors ça c'est un problème en fait, c'est que
Le returner, on l'a fait venir la semaine dernière. Et Ouais, il a c'est ça. retourné combien de punts sur ce match? Un paquet, non? Il a retourné 6 punts pour 56 yards. Là, je vois seulement 15 yards, voilà, qui était le Ah, mais plus il y en a qui retourné. l'a laissé passer alors, Voilà, c'est ça. Ouais, parce c'est que ça. c'est obligé, il en a fait plus que ça, parce qu'ils ont punté je sais pas combien Ah de oui, fois ils ont dans le poté match. 11 fois, les Jets. Voilà. Donc 5 Il- fois où il a pas pris le ballon. Ouais. Et 5 fois où il a pas pris le ballon, dont plusieurs fois où ça a été mal analysé, puisque le ballon s'est arrêté à 2 yards de notre end zone, donc on s'est C'est retrouvé dans ça. des situations un peu catastrophiques aussi. Voilà. Donc bon, c'était clairement un recrutement de dernière minute pour pallier au fait qu'on avait été encore plus catastrophique au match d'avant sur les retours de punt. Mhm. Mais bon, bon, je l'ai trouvé quand même pas non plus ridicule. Il a fait 2-3 retours qui étaient intéressants, en tout cas mieux que ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent avec nos returners. Ouais, il y avait Paris Campbell qui a aussi retourné un coup de pied. Il a quand même fait 24 yards, donc c'est plutôt pas si mal. Mais c'est la seule fois, quoi. Donc voilà, cette attaque qui avait du mal avec Jones, qui a été avec Tyrod Taylor, pas flamboyante, hein, qui a fait des choses correctes, mais qui n'a Mhm. pas réussi à marquer. On n'a pas marqué beaucoup de points. C'est terrible cette année, on marque vraiment pas beaucoup de points. À part une mi-temps quoi, avec Daniel Jones qui était complètement incroyable. Qui avec Tommy DeVito ressemble à une attaque de régionale française où on fait que courir. Si on essaie de prendre un peu de recul par rapport à ça, qu'est-ce qui bloque par rapport à l'an dernier? On avait quand même une attaque qui tournait mieux. Est-ce que c'est le fait qu'on a des blessés en O-line? Même si John Michael Schmitz est revenu sur ce match, si je dis pas de bêtises, c'était lui le centre Oui, titulaire. oui. Est-ce que les receveurs sont a priori meilleurs? Est-ce que c'est le plan de jeu? Parce qu'il y a déjà des gens qui se disent, est-ce que Mike Kafka est sur la sellette? Enfin, je sais pas. Comment tu analyses, toi, le fait que cette attaque, pour l'instant, depuis le début de saison, galère de manière incroyable? Ouais, bah déjà, la ligne offensive est un facteur assez important dans la ligue d'aujourd'hui. Il faut avoir des tackles qui protègent bien le quarterback. Or, depuis le début de la saison, Daniel Jones, il a pris cher, notamment contre les Seahawks, contre Miami aussi. Ensuite, ouais, je sais pas, on a l'impression qu'on patauge un peu sur le fait, voilà, de gagner juste des premières tentatives. Mhm. Euh, le jeu au sol, c'est dommage. Saquon Barkley était blessé au début de saison. Il revient et là, d'un coup, on lance. Donc ça, j'ai pas tellement compris. Et puis effectivement, il y a que la seconde période contre les Cardinals. Là, vraiment, je pense que la défense des Cardinals nous ont fait passer pour la meilleure attaque du monde. Mais sinon, à part ça, c'est vrai que si on regarde l'ensemble des matchs, on est l'une des pires attaques de la ligue. On a pourtant renforcé le corps de receveurs. On a pourtant essayé de redynamiser la ligne offensive. Mais je sais pas, il y a des choses qui ne vont pas. Evan Neal est incroyablement mauvais depuis le début de cette saison. Et là, il est blessé. Et j'ai envie de dire, est-ce que ça va lui faire du bien pour la suite de la saison? Je ne sais pas s'il reviendra la semaine prochaine, et on espère. Andrew Thomas, il faut qu'il revienne parce que voilà, en tant que tackle gauche, on Est-ce qu'on avait. a des infos sur quand il pourrait potentiellement revenir? Andrew Thomas, j'espère la semaine prochaine, mais sinon c'est la semaine suivante contre les Cowboys. Je pense que les Cowboys sera là. Voilà, là, je pense que la ligne offensive a beaucoup été changée, donc il y a un manque d'automatisme craignant. On voit des linemen offensifs se marcher dessus, et ça c'est juste pas possible. Donc charge au coaching staff et au coaching offensif de faire mieux, de les aider aussi à comprendre comment marchent les défenses, puisque ouais, on est une des pires équipes qui autorise des pressions, et on est une des pires équipes en termes de yards et en termes de points. C'est vraiment le jour et la nuit par rapport à l'an dernier. Ouais, et ce qui est bizarre, c'est que on est censé avoir une meilleure connaissance du cahier de jeu, des joueurs qui sont meilleurs. On a Mm. stabilisé un corps de joueurs qui étaient là l'année dernière et qui connaissent déjà un petit peu tout. On a un QB qui était forcément sa deuxième saison sous ce système-là et qui connaissait bien mieux. Les coachs n'ont pas changé, mais on n'y arrive pas du tout. Enfin, je sais pas. Il y a un truc, je sais pas pourquoi ça va Alors, changer moi, autant que j'ai ça, quoi. peut-être une première raison, c'est peut-être le calendrier. On affronte peut-être des adversaires plus coriaces cette saison. On a les 49ers de San Francisco, les Bills de Buffalo, les Miami Dolphins, les Cowboys de Dallas.
Et les matchs qu'on devait gagner, on les a gagnés, les Commanders et les Cardinals. Ouais. Donc ça, c'est peut-être un premier facteur, mais et comme tu le disais avec Thiago dans un des podcasts précédents, on pensait qu'on avait réduit l'écart avec les équipes au top, mais finalement, c'est loin d'être le cas parce que on a un corps de receveur qui est toujours aussi transparent. Isaiah Hodgins ne fait pas la même saison que la fin de saison dernière. On voit moins Daniel Bellinger également. Darren Waller, notre acquisition de l'intersaison, a mis un touchdown seulement la semaine dernière, pardon. Ouais. Il vient de se blesser cette semaine. Et il vient de se blesser, donc c'est... Ouais, il y a le calendrier, mais il y a aussi, peut-être des joueurs clés blessés qui ont manqué, et je pense notamment à Andrew Thomas, notre tackle gauche. Il y a... L'année dernière, je me souviens qu'il y a plusieurs matchs qu'on gagne où on n'était pas archi bien dans le match, mais on arrive à faire ce qu'il faut en jouant. Mais ça fait penser un peu à ce plan de jeu où on se dit on est sur un fil, mais c'est comme ça qu'on peut aller gagner. Et c'est un peu ça là. On fait que de la course, on est sur un fil, mais ça va passer à 3 points machin. Et l'an dernier ça passait, et cette année ça passe plus. Ouais, c'est ça. On a peut-être accumulé notre dose de pas de chance, mais on a provoqué suffisamment de chance l'an dernier pour que cette année on provoque de la malchance. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais 98% de chance de gagner à 1 minute 30 de la fin et pour au final se faire éclater en prolongation comme on l'a fait, c'est assez malheureux. Est-ce que je vais te poser une question sur une décision en fin de match. Est-ce que toi tu penses que la décision de frapper ce field goal est la bonne, ou est-ce que tu penses qu'un 4e et 1 on aurait dû courir pour Non, enfin, il faut arrêter, hein. Faut arrêter. Pour moi, c'est la bonne, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de mauvaise décision. La 4e et 1, si tu cours, tu la rates, c'est pareil. De toute façon, là, tu as un field goal, tu la rates, tu démarres au même endroit. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise décision. Et si Graham Gano l'aurait mis, on aurait un podcast différent, un discours différent. On serait à 3 victoires, 5 défaites. Leonard Williams, il n'est pas tradé, et on reprend de la confiance. Donc, c'est pour ça que tu disais en début d'émission que effectivement ce match était vraiment un tournant. Il ne tourne pas en notre faveur, et le front office est obligé de réagir. Donc voilà, il y a un tout, il y a un ensemble. Les adversaires meilleurs, effectivement. Une attaque qui n'arrive pas. La défense, en début de saison, n'y arrivait pas du tout. Et puis en même temps, il concédait pas beaucoup de points, puisque c'était plus des interceptions tournées pour touchdown, etc., etc. Sauf que là, la défense commence à être largement au niveau auquel on attend, voire même meilleure que celle qu'on attend. Alors que l'attaque, c'est très très en dessous, et on se demande comment on va faire pour s'en sortir. Ouais, c'est effectivement une bonne question. Comment on va faire ? Alors je pense que le retour d'Andrew Thomas va faire du bien. Ne pas jouer avec son 3e QB va faire du bien. On a appris aujourd'hui que apparemment Daniel Jones sort du fait qu'il pouvait plus avoir de contact. Les médecins n'ont pas autorisé à ce qu'il ait des contacts, donc il pouvait s'entraîner, il pouvait lancer des ballons, mais il ne pouvait pas aller au contact, donc il ne pouvait pas jouer de match. A priori, il a été clear pour le contact un peu avant le match, mais c'était trop tard, les feuilles de match étaient déjà faites, de toute façon ça aurait rien changé. Mais en tout cas, il sera là pour le prochain match. Maintenant, si c'est pour le faire revenir, pour qu'il prenne 10 sacs dans le match et qu'il passe son temps à se faire écraser, ça sert à rien. J'ai comme l'impression quand même si, on a quand même subi 4 sacs sur ce match-là. Comment on arrive à se faire saquer 4 fois en lançant 10 passes, quoi ? Ça, c'est absolument terrible. Attends, je suis en train de me rendre compte. c'est fou, hein. Ils nous saquent 4 fois, mais on lance pas de passes. C'est quand même un truc de ouf. Ouais, après, ils nous ont mis beaucoup de pression, hein. Je crois qu'on en a subi 12, hein, il me semble, ou 11. J'ai plus la stat. Jermaine Johnson qui a fait un match assez énorme de l'autre côté. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Après, nous, franchement, en défense, on a été assez énorme, et c'est ce que je disais en début d'émission. Je comptais sur une grosse défense, et ils m'ont pas déçu. Non, on va en parler après. Moi, ce que j'aime bien quand même, c'est que j'ai l'impression depuis, et c'était le cas contre les Commanders aussi, on avait déjà dit ça, c'est qu'on reprend le jeu de course comme notre base pour ouvrir le jeu de passe, et pas l'inverse. On avait un peu l'impression au début de saison qu'il fallait absolument qu'on réussisse à lancer des balles, qu'il fallait qu'on fasse des jeux longs absolument, etc. Et l'an dernier, c'est ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait du jeu de course, on arrivait à imposer notre jeu de course, même si là on ne l'a pas vraiment imposé, mais en même temps,
quand avant le jeu, tu dis ouvertement à l'équipe adverse, attention, on va courir. Bon, bah, forcément, tu limites un peu tes chances de réussir le jeu de course. Mais c'était notre force, c'est ce qu'on a fait là, dans un extrême quasi sans précédent, hein, évidemment. Ouais. Mais si on arrive quand même à faire ça pour les matchs suivants, et contre les Raiders, alors je sais pas comment les Raiders sont en termes de défense contre la course ou en défense tout court. Bon, ils font partie des équipes pas terribles en ce moment, un peu comme nous, hein, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais je pense qu'il faut continuer sur ce schéma-là, imposer la course pour espérer derrière lancer et ouvrir nos receveurs et essayer d'atteindre des receveurs comme Jalen Hyatt. Malheureusement, je revoyais des tweets, parfois on reçoit des tweets un peu à l'envers ou des tweets de début de match que tu reçois le lendemain. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai des notifications qui sont à l'envers. Mais avant le match, tu avais le compte officiel des Giants qui met un tweet sur Jalen Hyatt et en fait, bah, le gars, on l'a pas vu du tout. Enfin, Non, voilà, non, mais on c'était pouvait pas le c'était pas ce voir en qu'on. même temps. Non, C'était pas bah le non, jouet, fallait le voir. ça c'est clair. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter sur cette attaque qui, une nouvelle fois, et comme c'est le cas depuis le début de la saison, a été assez décevante et voilà, et tient sur un fil Bah, pour redire ce qu'on a dit tout à là, l'heure. j'ai envie de te dire que voilà, tu as parlé de Daniel Jones, j'ai oublié d'en parler. Oui, il est donc clear, donc c'est-à-dire libre de recevoir des contacts, on va dire, entre guillemets. Et, Ouais, euh, et en fait, moi, je trouve que voilà, il faut qu'il s'entraîne. Il faut qu'il réessaie de bien lancer le ballon, de lire les jeux, de réapprendre peut-être les schémas offensifs. Peut-être qu'il y a des nouveaux jeux appelés, etc., etc. Voilà, essayer d'être voilà, d'être en bonne forme physique. Après, je suis pas forcément d'accord avec le fait que ouais, si c'est pour qu'il se fasse saquer ou qu'il se fasse rouler par terre, bon, ok, bon, ça va arriver. Mais en même temps, on n'a pas le choix. On est obligé ah bah oui, oui, non, mais je suis de le mettre d'accord. titulaire, puisque bah voilà. Ah bah de toute façon, entre Jones et De Vito, faut dire, il y en a un qui peut pas lancer la balle dans tous les cas pour C'est ça. l'instant, donc ça n'a aucun Ouais, ouais, intérêt. ouais, Non, non, mais c'est je suis évident d'accord qu'il avec va toi. jouer, bien sûr. Voilà, donc moi, je serais d'avis, voilà, qu'il joue. Et on verra la semaine prochaine. Mais ouais, déjà, il faut qu'il s'entraîne bien, voilà, s'entende bien avec Saquon Barkley, avec les autres receveurs. Peut-être faire plus confiance à Jalin Hyatt également, puisque Tyrod Taylor lui faisait beaucoup confiance sur Ouais. le match contre les Commanders. Mm. Donc voilà, et on repart limite de zéro pour cette deuxième Ouais. partie de saison. Ce serait bien. Ouais, en fait, ce que je disais ça tout à l'heure, parce que ce serait bien que Andrew Thomas soit là, en fait. C'est ça. Ouais, ouais, bah, tu as raison. Qu'ils reviennent pas avec une O-line où il y a que des blessés. D'ailleurs, je pense aux Jets qui ont eu 50 000 blessés pendant ce match aussi. Et Yes. on va en parler de notre défense, mais on a été bien aidé par le nombre de blessures qu'ils ont eu aussi. Bon, en tout cas, on verra. On est toujours dans l'attente d'avoir ce petit déclic en attaque. On a cru l'avoir avec la deuxième mi-temps contre les Cardinals. On s'est dit, ça y est, c'est parti, on va mettre 40 pions à Mm. tout le monde. Bon, c'était pas le cas. On sait qu'on peut le faire, puisqu'on l'a fait pendant une mi-temps. Malheureusement, pour l'instant, il y a encore quelque chose qui tourne pas rond, et c'est au coach de réussir à mettre les choses dans l'ordre pour qu'on ait une attaque qui soit capable de mettre des points. Parce que je suis désolé, mais quand on retient une équipe à 13 points, les Bills, on les avait arrêtés à combien? 14 points, 17 points, je sais plus, mais Ouais, 4, pardon. 17 points, 14, ouais. ils ont mis que 14 2 points, ouais. TD, je crois, à 14 Ouais, points. Donc 14 points. tu Ouais, dois ouais. battre les Bills quand tu les arrêtes à 14 points. On Mm. a battu les Commanders, mais ça c'était quand même assez limite. Bon, voilà, on est avec la défense qu'on a depuis 3 matchs, on est censé gagner des matchs si on a une attaque qui est juste correcte, quoi. Bref, parlons de cette défense. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, dans cette défense qui a été, on l'a dit, depuis 3 matchs, qui a vraiment haussé son niveau de jeu? Comment tu analyses ça et qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette défense depuis quelques matchs? Ah bah depuis quelques matchs, le pass rush est absolument sensationnel. Contre les Commanders, bon, en plus c'était la ligne titulaire, donc on les a mangés. Contre les Jets, ok, ils ont eu des blessés, notamment Alijah Vera-Tucker, mais on les a mangés également. Contre les Bills, c'était nettement meilleur avec des linebackers qui provoquent des pertes de balles. Micah McFadden, j'en étais persuadé que ce joueur allait être un joueur très solide en NFL, et c'est le cas. Après, voilà, le front seven, il est très bien. Par contre, à part Deontay Banks, l'ensemble du deuxième rideau défensif m'inquiète toujours autant. Et Jason Pinnock. Jason Pinnock, je l'ai oublié, mais Jason Pinnock et Deontay Banks excepté,
les autres joueurs, malheureusement, ne sont pas à la hauteur de ce très beau front seven. Ouais. Ils sont jeunes, hein, on rappelle. Hein. Oui. Celui que moi que je trouve le plus décevant, c'est Adoree Jackson qui a été blessé, qui hier fait une pénalité de rookie où il est face à un receveur, mec, on sait même pas qui c'est, un mec qui a jamais joué de la saison, limite c'est son premier C'est snap. Tyler Conklin quand même, c'est un tie-in, mais c'est un tie-in. Il va jamais l'avoir le ballon, il ne va jamais Oui, l'avoir. et en fait, le truc c'est qu'Adoree Jackson, il regarde pas du tout et donc il lui fonce dedans parce que la balle est sous-dosée et donc voilà, il fait une interférence dégueulasse. Franchement, pour un corner de son niveau, ça devrait pas arriver. Mais est-ce que le fait que ce front seven et cette D-line arrivent à mettre autant de pression n'est pas aussi dû au fait que les corners à qui on demande de faire beaucoup de man-to-man tient quand même pas trop mal finalement? Parce que s'ils étaient toujours libres, les receveurs, même si t'as un super front seven, t'arrives pas à mettre la pression sur le QB parce que la balle est lancée en 1 seconde. Non, mais ils font le travail. En fait, Adoree Jackson limite l'interférence de passe. Alors tout le monde, effectivement, j'ai pété un câble hein, quand j'ai vu ça, mais je crois qu'il en avait peut-être un peu marre. Ginac était peut-être fatigué, donc voilà. Mais il y a un autre joueur, moi, dont je vais enchaîner, c'est Xavier McKinney. Il a du mal depuis le début de la saison. Ouais. Je sais pas d'ailleurs s'il joue plutôt couverture ou s'il joue dans la boîte, parce que là on l'a plus vu dans la boîte, alors que là où il est meilleur c'est en couverture. Donc j'ai pas forcément compris, alors que Jason Pinnock lui c'est plus un joueur justement dans la boîte qui plaque bien, qui sac bien, enfin qui joue bien les blitz. Donc clairement c'est les deux joueurs effectivement avec Adoree Jackson qui déçoivent le plus dans cette défense. Ouais, il demandait, on en avait déjà parlé ça dans un autre podcast, mais il voulait sa prolongation de contrat. Pour l'instant, ça donne pas envie, quoi, parce que il a montré des choses intéressantes sur des saisons. Il y a un moment, il fait 5 interceptions en une saison, je sais plus quoi, justement quand il couvrait la passe longue, il était très rapide, etc. Là, dernièrement, depuis sa blessure à la main, etc., il est quand même un peu en dedans, et c'est vrai que il est pas au niveau d'un joueur que tu as envie de re-signer, quoi. T'as l'impression que tu peux le remplacer un peu avec n'importe qui. Bah, c'est ça. Et en plus, voilà, en termes de free agency, bon, là, on est allé chercher un Jason Pinnock qui, lui, est en train d'être une révélation pour moi. Je ne le connaissais pas avant qu'il arrive. Et puis peut-être lors de la draft. Et puis il y a Dan Belton hein, qui peut jouer également à ce poste-là, même si lui, c'est plus aussi un joueur dans la boîte, donc c'est plus un joueur de rotation. Donc il faut ce safety qui puisse couvrir, même si on n'a pas trop encaissé de jeux longs depuis beaucoup de jeux défensifs. Donc honnêtement, moi je trouve que voilà, peut-être un safety pour l'intersaison ne serait pas trop, puisque là en ce moment, comme tu le disais, Xavier McKinney est vraiment en train de décevoir, et le voir partir à l'instar d'un Julian Love l'an dernier ne serait pas étonnant. On a aussi un joueur auquel on pense pas beaucoup, c'est Jarvarius Owens, qu'on avait a priori les coachs aimaient bien pendant l'intersaison, qui était un rookie et qui est blessé depuis le début de la saison. Donc malheureusement, c'est un late round. Hein, on va pas dire que c'est lui qui va nous changer nos DB, mais bon, c'est toujours intéressant de voir ce qu'il vaut. Et tu parlais de Dan Belton aussi, qu'on a un peu moins vu cette saison. On l'avait un peu plus vu l'an dernier, j'ai l'impression. C'est vrai. Belton. Ouais, il a fait des interceptions en plus, hein, des interceptions. Ouais. C'est vrai. Si on reparle du front seven, donc évidemment les deux joueurs qui sont l'ancrage de toute cette D-line et tout ce front. En fait, il y en a 4 des joueurs, même, plutôt. En D-line, c'est évidemment Dexter Lawrence et c'est Thibodeau. Thibodeau qui réalise 3 sacs sur ce match, qui a une note de 91 sur PFF sur ce match-là, je crois. Il a absolument dominé tout ce qui était en face de lui. Donc c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Dexter Lawrence, tu sais quelle note il a eu? Je crois qu'il a eu 95, non, il me semble, c'est pas ça. Il a eu 95.0, c'est la meilleure note PFF de tous les joueurs de toutes les équipes de cette semaine. Tu sais combien il a mis de pression sur le QB? Il en a mis 15. Il a mis 15 pressions sur le QB, et c'est le plus de pression sur un QB depuis J.J. Watt en 2014, qui avait déjà mis 15 pressions.
Il n'y a aucun joueur depuis 2014 qui a mis autant de pression sur un QB que Il ce est que énorme. Dexter Lawrence vient de faire. Il a constamment des notes au-dessus de 90, Dexter Lawrence. C'est absolument hallucinant. Et j'ai vu aussi la stat que c'était le seul joueur qui avait une note de 85 à la fois contre la course et contre la passe. Donc c'est assez fou, quoi. Son contrat est, pour le coup, autant Graham Gano, on se dit merde, c'était quoi ce contrat, autant Dexter Lawrence, à aucun moment on se dit c'est pas justifié. Ouais, c'est clair. Et franchement, moi, j'adore ce joueur depuis qu'il est arrivé. Il est vraiment sympathique. Et tu sens le joueur vraiment leader charismatique et on a envie d'aller à la guerre avec lui, quoi. Franchement, Ouais. je suis admiratif de son travail, un vrai professionnel. Et moi j'adore. J'adore. Tous les équipes nous l'envient et honnêtement, je suis vraiment admiratif de ce joueur. Ah bah c'est la base de notre défense, hein. Tu sais que là où il est, ça va pas beaucoup courir, en tout cas pas de son côté. Hmm. Et les deux autres joueurs du coup que je vais citer, qui sont aussi pour le coup l'ancrage de ce front seven, c'est évidemment Okereke. Je sais pas trop ce qu'il a donné hier, il était peut-être pas, je 7 sais pas. plaquages, ouais, il a Ouais, fait bon dans la c'est couverture du plutôt là. voilà, ouais, Ouais. c'est ça. Et donc tu parlais de McFadden aussi, qui s'est révélé vraiment depuis 2 matchs, qui a eu 2 notes coup sur coup de à peu près 90 sur les 2 derniers matchs. Je sais pas quelle est sa note PFF, mais j'ai encore vu 2-3 belles actions de lui où il voit le gap s'ouvrir, il plonge dedans et il se prend le fullback en pleine face, qui fait que le running back a plus nulle part où aller. Enfin ça c'est typiquement du jeu de linebacker où quand le trou s'ouvre et que tu fonces dedans comme un bourrin et que le fullback peut rien faire et que s'il y a un décrochement ça bouge pas non plus, toi tu restes sur place et tu fais le plaquage derrière. Enfin, c'est du jeu parfait, quoi. Ça rappelle les grandes époques de linebacker des Giants des années 90, quoi. Donc, Hmm. ce duo de linebacker, s'il continue d'évoluer comme il évolue actuellement, il n'y a pas grand monde qui va courir contre nous. Et hier, les Jets font, si je dis pas de bêtises, alors il y Ouais, a c'est Zach Wilson 58 yards, je crois, 22 courses seulement, je crois, il me semble, hein. Ouais. c'est Zach Wilson Ouais. qui court le plus, il fait Ouais. 25 yards, Hmm. et Hall, le running back, il fait 17 yards en 12 courses. Ouais. 1,4 yards par portée pour le running Hmm. back, c'est quand même bon. Voilà, ça c'est vraiment top. Et si on arrive à avoir pardon, un front seven qui continue à ce niveau-là, il y a de belles chances qu'on continue à faire des belles choses avec cette défense. Bah, tu vois, Okereke, au début de saison, je me disais, et on a l'impression qu'il n'a pas du tout assimilé le schéma de Don Martindale. Et là, depuis effectivement 2-3 matchs, mais il est devenu l'un des linebackers qui plaque, celui que j'ai connu aux Colts. Et McFadden, je l'ai déjà dit, mais grosse révélation. En plus, c'est lui qui recouvre le fumble, qui était censé nous donner des points en plus juste après, mais quand Ouais. Gano a loupé le field goal. Mais ouais, franchement, ce duo de linebacker me plaît énormément. Et franchement, voilà, une nouvelle fois, magnifique trouvaille de Joe Shane. C'était un 5e tour en 2022, hein, en plus, hein, donc c'est vraiment Quatrième, je crois. 4e. Qu'est-ce que tu. Juste petit flashback, pourquoi tu disais que tu l'aimais bien, toi, et que tu pensais qu'il allait être Bah, à, un In- joueur solide? à Indiana, c'était l'un des leaders de la défense d'Indiana. Et c'était vraiment l'un des meilleurs plaqueurs du collège football avec cette équipe d'Indiana qui, bon, on va pas se mentir, sans vouloir dénigrer les fans des Hoosiers d'Indiana, une équipe moyenne, voire très mauvaise. Mais l'ADN d'Indiana, c'est la défense. Et McFadden était l'un des points d'ancrage de cette défense d'Indiana. Bon, et ben voilà. Et il est en train d'émerger petit à petit avec cette saison rookie où il avait déjà montré quelques trucs intéressants. Et là, Ouais. en deuxième saison, on sent que. De toute façon, il l'a dit, hein, et c'est souvent comme ça. C'est qu'une fois que tu connais les schémas de jeu, que tu commences à bien lire les trucs et que tu n'as plus trop à réfléchir, Mm. tu commences à agir instinctivement et forcément, ça se répercute directement sur le niveau de jeu et ça se voit, la manière dont il se déplace, dont il réagit, dont il lit les jeux. C'est juste super. Enfin voilà, les linebackers, c'est quand même. Une marque de fabrique historique des Giants, et d'avoir ces deux joueurs-là, c'est vraiment top. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur cette défense? Donc vous l'avez compris, en gros, notre équipe actuellement, c'est une défense au top qui nous fait super plaisir et une attaque au fond du trou qui n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Je pense que tes défenseurs actuellement, t'en as marre de perdre les matchs quand tu joues à ce niveau-là. Ah bah là, Ça doit être ouais, frustrant en fait. ouais, c'est exactement le mot. Ça doit être frustrant pour eux alors qu'ils font
les jeux qu'il faut, ils remettent l'attaque sur le terrain, mais l'attaque ne reste pas longtemps, donc ils doivent y retourner après. Donc Ouais, ouais. ça doit être parfois épuisant pour les jambes d'aller sur le terrain et puis refaire les plaquages, etc., etc. Ouais, et puis tu sors, tu te dis je vais me poser 2 secondes, Ouais, c'est boire ça. un petit peu d'eau, un peu de Gatorade, et puis 2 secondes après, tu te dis bah non, faut y retourner parce que ton attaque elle a fait un 3 and out, et elle a gagné 2 yards et t'es reparti quoi. Donc bon, C'est c'est vrai ça. que Hmm. ça fait un petit peu chier. Le plan là, pour toi, juste vite fait, là on va conclure sur ça. À l'heure actuelle, à l'heure où on parle, on a trade uniquement Léo Williams. Je vais quand même regarder au cas où. Est-ce que. Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres trades pour le moment. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à l'heure actuelle? Est-ce que tu essaierais de changer un peu plus? Déjà, on n'a pas parlé du trade de Léo Williams, en fait. Je suis en train de me rendre compte. On l'a juste dit au début. On a dit au On l'a dit. début, on l'a dit au début. On l'a dit au Donc, début, on a on a parlé récupéré un peu de... un deuxième tour Hmm. et un troisième tour, et un cinquième tour de 2025, pardon. Ce que juste avant le podcast, j'ai demandé à Niti quel serait. Il n'avait pas vu encore le trade. Je lui ai dit, Niti, qu'est-ce que tu penserais qui serait un bon trade pour nous? Il dit, si on récupère un troisième, je suis content, et on récupère un deuxième. Donc là, je suis en train de regarder ce que les gens disent sur Twitter. Tout le monde est un peu étonné qu'on ait réussi à récupérer si haut. Ouais, Donc bah c'est oui, très cool ce tu deuxième tour. m'étonnes. Parce quand on l'a pris, Leonard Williams, on l'avait pris pour un troisième tour. On l'a lâché un troisième tour à l'époque. C'est vrai. Donc c'est pour ça que j'avais dit troisième. Donc Et il avait 25 ans à l'époque, il en ouais, a 30 maintenant, ou 29. Hein, ouais, donc, c'est ça, exactement. donc toi, qu'est-ce que tu verrais un peu comme ajustement? Est-ce que tu ferais des choses? Est-ce que tu essayes de récupérer des pics? Est-ce que tu essayes de récupérer des joueurs? Là, ce serait quoi les grandes directions là pour toi? Là, alors, on en a un peu parlé en off juste avant l'émission. Je dirais que il faut se débarrasser des gros contrats qu'on a pour récupérer des choix de draft. Et le candidat idéal, c'est Adoree Jackson. Il n'est pas bon avec nous. Il faut peut-être de la motivation dans une autre équipe. Donc, il a une bonne valeur marchande puisqu'il est expérimenté. Donc, il faut essayer d'avoir au moins un quatrième, voire un cinquième tour pour lui. L'autre joueur défensif que je verrais bien être échangé, c'est Darnay Holmes. Mais il ne coûte pas beaucoup d'argent. Donc, à mon avis, si on a un septième tour pour lui, voilà, je serais content également. En attaque, par contre, alors là, ça va peut-être te surprendre. On n'en a pas parlé en off là, par contre. Vas-y, ouais. Mais j'essaierai peut-être d'aller chercher quelqu'un. Parce que on n'a pas vu ce potentiel en attaque. Je me dis, allez, peut-être que la saison n'est pas foutue et on peut peut-être regarder du côté des équipes qui vraiment sont en galère. Par exemple, Parce que nous, on n'est pas en ouais, galère. enfin, qui sont encore plus en galère que nous, c'est ça que je voulais dire. Du coup, on les compte sur les doigts d'une main. Hein. Tu peux Ouais. directement réfléchir à quelle O-line dans ces équipes Mais sont par exemple, disponibles. tu vois, chercher un receveur numéro 2. Ah, un Et receveur, tu voudrais plutôt? ouais, un receveur numéro. Parce qu'en fait, on a peut-être drafté Jalin Hayat, mais je suis désolé, les Darius Slayton, Isaiah Jeans, voire même Wandale Robinson, ouais, enfin, c'est pas eux qui vont potentiellement être notre receveur numéro 1. Ce sera peut-être Jalin Hayat, mais bon, on sait jamais, quoi. Même s'il y a Darren Waller qui est là et qu'on a quand même lâché un troisième tour pour lui à l'intersaison. Mais, Ouais. mais j'essaierai peut-être d'aller chercher un receveur numéro 2 dans une très belle équipe et qui a envie peut-être d'être un receveur numéro 1 ailleurs et peut-être chez nous. Alors Comme? peut-être, T'as en tête quelqu'un ou moi pas? j'ai T. Higgins par exemple, le joueur de Cincinnati. Ouais. J'ai. Mais Cincinnati, ils sont pas en galère. Non, 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 justement. Pardon, je vais redire ma pensée. J'aimerais peut-être chercher un receveur numéro 2 d'une très belle équipe Ah, pour d'accord, ok. qu'ensuite on lui signe un gros contrat. C'est ce qu'ont fait par exemple les Eagles avec AJ Brown, tu vois. Donc et après ils l'ont fait à la Quel draft. enfer ce Donc trade, putain. voilà. Ils en ont pas Et, marre de se faire refaire le et- fion, les Titans par les Eagles à chaque fois, c'est terrible. mais voilà, je me dis en attaque, ouais, il faut peut-être aller chercher quelqu'un parce que, enfin, on va pas se mentir, on va pas lâcher des joueurs en attaque. Déjà qu'elle est pas terrible, il y a aucune équipe qui va aller en chercher. Bah, qui voudrait En fait, c'est pas qu'on va pas les lâcher, c'est qui voudrait les récupérer, en fait. C'est ça plutôt Bah, la question. celui qui a une valeur marchande, on va dire, c'est Saquon Barkley. Et encore, il n'a qu'un an de contrat, donc à mon avis, on va pas l'échanger. Enfin, personne ne Non. voudra lâcher des choix de draft pour lui. S'il y a peut-être qui a peut-être une valeur marchande, c'est Darius Slayton ou Isaiah Hodgins, un des deux. Mais, mais sinon, je vois personne être échangé offensivement. Mais pourquoi pas aller chercher quelqu'un pour le signer l'année prochaine? Parce que on n'a pas encore de receveur numéro 1 et Jalin Hayat n'est encore qu'un rookie. Il lui reste. Ouais, non, bien sûr. Donc, On n'a pas de receveur numéro 1, voilà. ça, je suis 100% d'accord. Après, est-ce que c'est pas quelqu'un qu'on irait chercher à la draft Ouais.
potentiellement. Juste, pourquoi tu irais pas plutôt chercher un O-line? Parce que ça reste quand même une galère chez nous. Je veux dire, tu peux avoir tous les receveurs que tu veux. Et l'an dernier, on a montré qu'avec des receveurs moyens, on pouvait faire des choses si on avait la O-line qui tenait un petit peu. Voilà, alors la O-line, personnellement, alors là, on a repris Tyler Phillips il y a quelques semaines. Mark Glowinski est meilleur. On a John Michael Schmitz en tant que centre. Moi, j'attendrai l'intersaison pour la O-line. Personnellement, moi, j'ai pas envie de lâcher des tours de draft pour chercher un joueur de ligne offensive. Quand tu es dans un trade deadline, on va pas aller chercher un joueur de ligne offensive, à moins d'un tackle qui a envie d'aller ailleurs. Par exemple, un petit Jonah Williams du côté de Cincinnati, peut-être, serait intéressé. Mais honnêtement, moi, j'y crois pas du tout qu'on va aller chercher un joueur de ligne offensive, surtout dans une trade deadline. Je pense que c'est inenvisageable. Ok. Très bien, je te remercie. J'ai envie de te poser une autre question. Allez, pour finir. J'ai vu des gens qui disaient aujourd'hui sur Twitter, mais comme à chaque fois, de toute façon, Twitter, les gens disent tout et n'importe quoi, que Daboll c'était du vol et que c'était pas un bon coach. Et qu'il méritait pas son titre l'an dernier et qu'on voit enfin cette année que c'est une fraude. Ouais, faut arrêter. Qu'est-ce que tu penses de ça? Faut arrêter. Non, mais... En tout cas, en fait, ma question c'est est-ce que tu continues à avoir confiance en Daboll qui est un coach offensif malgré ce qui se passe en attaque chez nous pour l'instant? Bah, en fait, là, je l'ai déjà dit, hein, je vais le répéter, là, il avait une équipe, entre guillemets, de bras cassés pour entraîner. Mais il ne faut pas qu'on fasse la même erreur que celle qu'on a fait avec Ben McAdoo. Je ne sais pas si tu t'en souviens, avec Ben McAdoo en 2016, on a fait une saison dans le positif. Après, on a rebasculé dans un négatif absolu, dans un néant absolu. Et après, on l'a viré. Sauf que, en fait, on l'a remplacé par Pat Shurmur, qui était un entraîneur très moyen, on va dire. Pas dire qui était un bon coach QB, je pense. Voilà, qui était capable de développer des QB. D'ailleurs, Jones a fait une belle saison, mais sinon, c'était pas ça pour un head coach. Voilà. Et puis Brian Daboll, il faut lui faire confiance. Il faut faire confiance au duo Jochen-Brian Daboll. Et si Jochen voit que Brian Daboll, ça ne marche plus, que les joueurs n'adhèrent plus à ses idées, Jochen, il va le dégager. Moi, j'ai plus confiance en GM, au General Manager Jochen que Brian Daboll. Mais Brian Daboll, il faut toujours lui faire confiance. Ça ne sert à rien de le virer après 1 an et demi. Mais si au cours de la deuxième saison, on voit qu'il y a une démission générale de la part des joueurs, que ce soit en attaque ou en défense, là, effectivement, il va falloir peut-être se poser des questions dès l'intersaison. Ok. Écoute, on verra ça. Donc, tu es en train de dire que peut-être, au bout de sa deuxième saison, tu pourrais le changer? Ah ouais, non, mais ça, c'est une possibilité. Ça, c'est une possibilité, Plax. C'est vraiment une possibilité qui existe. Parce que imagine... Ouais, mais est-ce que Jochen, après la première très bonne saison qu'on a fait, et gagner un match de playoff, etc. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'en fait, effectivement, il y avait des circonstances atténuantes parce que je fais souvent le comparatif avec Ben McAdoo, mais c'est parce que Ben McAdoo, il y avait un nouveau general manager qui était arrivé. Donc, c'est pas la même chose. Donc, moi, je ne pense pas. La probabilité est quand même très faible. Et ils sont tellement, je les vois tellement comme un duo en fait. Je les vois pas aller l'un sans l'autre. Jochen, ils ont l'air tellement vraiment des potes dans la vie. Et... Bon, enfin en tout cas, dans tous les cas, quoi qu'il se passe cette saison, je changerai rien jusqu'à la saison prochaine. C'est plutôt à Daboll je pense pas que ce soit à Daboll le problème. Je pense que s'il y a des choses à changer, il faut aller voir des coordinateurs, des coachs spécifiques de position, etc. Mais je leur donnerai au moins une saison de plus aux deux, quoi qu'il en soit, à ce duo pour aller plus loin. Voilà, je pense qu'on va plutôt conclure sur ça parce que il faut quand même conclure sur une note positive. Oui. Mais la possibilité existe toujours. On a eu des évictions surprises en NFL. Les Giants ne vont pas échapper à la règle, mais je pense que la probabilité est très faible. Ouais, effectivement. Bon, en tout cas, on a vu du beau l'an dernier. Il n'y a pas de raison que le soleil ne se mette pas à briller de nouveau quand les astres seront un peu mieux alignés. C'est vrai qu'il y a une succession de choses qui font qu'en ce moment c'est un peu compliqué, mais ne baissons pas les bras et ne perdons pas espoir. Match la semaine prochaine, donc on l'a dit, contre les Raiders, c'est dimanche soir à 22h15
15, je crois. C'est en deuxième partie de soirée, il me semble. D'accord. Okay. C'est ça, non? Oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. De nouveau, donc les États-Unis vont changer d'heure, donc on va revenir à un horaire normal. Donc cette semaine, on va jouer à 19h, mais à 18h le 19, mais l'année prochaine, ça revient à l'heure normale. Et donc la deuxième partie de soirée, c'est vers 22h et quelques. Donc voilà, on espère que ça va bien se passer. C'est une équipe qui est totalement à notre portée, donc on pourrait largement revenir à 3-6, ce qui ne veut pas dire que la saison serait forcément lancée, puisque derrière c'est les Cowboys, ça sera forcément compliqué. Mais écoutez, si on peut prendre une petite victoire, on va le faire, et on reviendra évidemment pour se débriefer la semaine prochaine. Merci Nitti d'avoir été présent sur ce podcast, c'était très cool de t'avoir pour remplacer Thiergo comme ça au pied levé, ça fait vraiment plaisir. Et merci à tous de nous avoir suivis, à la semaine prochaine, ciao.